Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir choisi TLR TV, votre partenaire média de l'information, et bienvenue dans votre émission Droit de savoir, qui portera sur la 5e année de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko. Comme vous le savez, peut-être pour ceux qui l'ignorent encore, voici 5 ans passés où le général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de mars 2016, fut interpellé par les services de la DGST de Brazzaville un 14 juin 2016, puis inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, suivi d'un procès qui le condamnera à 20 ans d'emprisonnement ferme, 2 ans après, bien sûr, à sa détention préventive. Aujourd'hui, Droit de savoir revient sur son arrestation, mais aussi sur l'homme et sa vision. Pour en parler, je reçois de nouveau sur mon plateau Monsieur Jean-Paul Ebenga, qui est le délégué général du mouvement pour agir, le MPA, Francis Mouketto, qui en est le porte-parole, et Benoît Youlou, un membre distingué du même mouvement. Bonjour Monsieur Jean-Paul Ebenga, bonjour Francis Mouketto et bonjour Benoît Youlou. Bonjour Christian Perrin. Bonjour Christian Perrin. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Nous allons parler, j'ai dit tout à l'heure, du général Jean-Marie Michel Mokoko. Voici 5 ans qu'il est en détention. Le gouvernement congolais parle d'un prisonnier de droit commun. Vous l'avez probablement entendu. Les Congolais, mais aussi les organisations internationales pensent que c'est un prisonnier politique. On va donc revenir sur d'abord les circonstances de son arrestation le 14 juin 2016, comment les choses se sont passées, mais aussi les événements qui ont précédé son arrestation. Dans un premier temps, je préfère donc passer la parole à monsieur le délégué général du mouvement pour agir, Jean-Paul Ebenga. Oui, monsieur Christian Perrin, une telle question, si vous la poser à un Congolais lambda, je crois qu'il n'aura pas trop de difficultés à pouvoir répondre. Vous savez, le pouvoir, c'est vrai, plus d'une fois, a présenté le général Jean-Marie Michel Mokoko comme un prisonnier de droit commun. Là, je vais vous donner des précisions pour montrer exactement que ce n'est pas du tout un prisonnier de droit commun, c'est un prisonnier politique. Alors, pour bien comprendre cela, pour bien accepter que c'est un prisonnier politique, vous avez dit les quelques circonstances qu'il a traversées, qui ont été pénibles pour lui, son arrivée, par exemple, son retour au Congo, arrêté, reçu à l'aéroport de Mayamaya, reçu par des jets de pierre et autres, montrait déjà qu'il y avait un climat politique assez délétère contre ce citoyen. Il y avait aussi plusieurs interpellations par la DST. La DST, c'est une police politique. La DST ne s'occupe pas de ce que les larcins de la ville de Brazzaville ou du pays posent comme acte. Vous voyez déjà? Donc, tout montre déjà que l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko ne peut être placée que sur un aspect politique. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut même plus se poser la question de savoir si c'est un prisonnier politique ou un prisonnier de droit commun, comme le pouvoir en place tente ou s'évertue à vouloir le démontrer. Et même les chefs d'accusation par rapport au général Jean-Marie Michel Mokoko qui l'ont conduit en prison, mais les chefs d'accusation, c'est bien atteinte à la sûreté de l'État. Vous voyez, on ne dit pas que le général Jean-Marie Michel Mokoko a posé un acte de vandalisme dans la ville de Brazzaville ou bien à travers le pays, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc, vous voyez déjà que c'est politique. Donc, quand on constate qu'un certain nombre d'autorités politiques congolaises usent de superfuges pour pouvoir montrer que c'est un prisonnier de droit commun, c'est très malheureux. C'est vraiment lamentable pour la quiétude, pour la paix dans notre pays, puisque vous savez bien que le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un leader politique. Donc, il a un courant, un grand nombre de compatriotes qui sont derrière lui et qui partagent son idéal politique. Comment on pouvait poursuivre quelqu'un pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État alors que quelques mois seulement, bien avant, sa candidature avait été validée aux élections présidentielles de 2016. Il y a comme un paradoxe, non? On a eu 5 ans de détention fondée sur du vent pour rien. D'ailleurs, Jean-Paul Ebenga, le délégué général, vient de dire qu'il avait été condamné pour
des motifs fallacieux, eh bien, vous avez là 5 années de violation de droits humains, de confiscation de liberté individuelle d'un démocrate, d'un digne fils de ce pays, un patriote qui aurait pu incarner l'unité nationale. Et le peuple avait effectivement mis toute sa confiance sur lui. Il est conscient aujourd'hui, il lui est reconnaissant et le peuple ne l'oubliera jamais. Jean-Marie Michel Mokoko a eu juste l'erreur de se présenter à une élection présidentielle dont il avait gagné largement et dont celui qui est au pouvoir, aux manettes, utilise toujours les hold-up électoraux. Et d'ailleurs, vous avez vu que un cas très grave s'est déroulé dans notre pays où tout se passe comme si rien n'avait eu lieu. Et le candidat d'Ibris Parfait Kolela, aujourd'hui, n'est pas encore enterré. Et pourtant, on a déjà tourné la page. Donc, un hold-up de trop n'est rien du tout. Et donc, nous sommes dans une pure dictature, un état de non-droit. Et quand vous nous interrogez pour dire qu'est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier de droit commun, moi, je vous laisse imaginer et répondre à cette question vous-même. En tout cas, pour moi, Monsieur Christian Perrin, Jean-Marie Michel Mokoko était détenu illégalement. Et d'ailleurs, il y a une décision d'un groupe onusien qui a demandé à ce que le gouvernement congolais puisse le relâcher et en l'indemnisant, en faisant une grande enquête sur les conditions de sa détention. Monsieur Benoît Youlou, pourquoi, selon vous, Denis Sassou Nguesso garderait-il jusqu'à pratiquement plus de 5 ans le général Jean-Marie Michel Mokoko? Pour quel intérêt exactement? Vous savez, on ne secoue qu'un arbre porteur de bons fruits. Et d'abord, toute personne dont le délit est motivé politiquement, quel qu'en soit le motif reste politique. Donc dire que le général Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier de droit commun, ce serait fausse route, ce serait tromper le peuple congolais. Bon, il ne s'agit pas de ça, mais tout simplement, je le dis par là, que les 5 ans qui ont permis à ce que le général Denis Sassou Nguesso soit libre de faire ce dont il veut, c'est tout simplement parce qu'il savait que l'avoir en face signifiait compromettre son plan qui consiste justement à aller contre la dynamique, contre l'idéal du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui consistait à réinstaurer un état de droit, qui consistait à rebâtir cette république, cette nation qui a perdu toutes ses valeurs. Et à partir de ce moment-là, le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'était un homme qu'il fallait mettre aux arrêts parce qu'il allait mettre à mal le système inféodé par Monsieur Denis Sassou Nguesso. Pour la simple raison, nous avons vu que dans la nomination de son nouveau gouvernement, il a promu son fils comme étant ministre. Mais pourquoi? C'est tout simplement pour préparer l'opinion nationale que demain, compte tenu de son âge, une fois écarté, que celui-ci prenne le relais. Vous voyez, nous sommes en train de vivre une situation telle que M. Denis Sassou Nguesso est en train de bâtir une monarchie de fait pour tendre vers une dynastie de père en fils. Et ça, le général Mokoko, cet homme qui entendait défendre les valeurs démocratiques, ne devrait pas l'accepter. Et pour ce faire, il fallait qu'on l'écarte. Mais cependant, vous savez, c'est ce que je dis toujours, on peut enfermer un homme, mais on ne peut pas enfermer ses idées. Et ces idées ont pris corps dans notre dynamique. Merci, monsieur Benoît Youlou. Alors, on peut enfermer quelqu'un, mais jamais ses idées, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons un compatriote, donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison, qui encourt d'ailleurs 20 ans d'emprisonnement ferme. On a dit que c'est pour des motifs politiques. Alors moi, j'ai bien envie de savoir, à partir probablement par Jean-Paul Lebenga, sinon Francis Moketo, pourquoi pas Benoît Youlou, le mobile politique en lui-même, que craindrait Denis Sassou Nguesso en laissant Jean-Marie Michel Mokoko libre? Oui, monsieur Christian Perrin, question relativement facile. Tous les Congolais ont bien constaté l'investissement du général Jean-Marie Michel Mokoko qui est passé du statut de militaire
au statut d'homme politique. Et par rapport à ce statut, tous les Congolais savent exactement ce qu'ils souhaitent pour le pays. C'est l'instauration de la démocratie. C'est l'instauration de la démocratie. Et si vous voyez comment a pu naître la dimension politique du général Mokoko, tout se tient sur l'arrimage du Congo à la démocratie. Et cela est passé par la tenue de la conférence nationale, qui était le sommet le plus élevé par lequel les Congolais ont demandé de rejeter totalement ce qui constituait la gestion politique par le passé. Donc, un rejet total. Donc, une nouvelle république qui se reposait sur la démocratie, qui est un régime qui fait la part belle aux minorités, minorités tribales, minorités par rapport à un certain nombre d'handicaps et autres. Voilà, le général Jean-Marie Michel Mokoko est donc fondamentalement formaté parce qu'il a connu un passé qu'il faut rejeter totalement et pour s'arrimer à la démocratie. Alors, si vous voyez donc cet aspect-là, cette dimension de l'instauration de la démocratie dans notre pays, qui est le seul régime sociopolitique qui pourrait amener le Congo vers des horizons radieux, vous voyez bien qu'actuellement, il n'y a pas un brin d'exercice du pays dans la démocratie. Vous voyez bien comment gérer le pays du point de vue de l'économie, du point de vue de la finance. Le général Mokoko, dans sa vision de l'arrimage du Congo à la démocratie, a mis au centre l'homme par ses compétences. Et quand on parle des compétences, on ne peut même plus faire allusion au tribalisme, à l'ethnicisme, parce que c'est celui-là qui s'investit pour le pays, qui devient une référence. Voilà ce que propose le général Jean-Marie Michel Mokoko aux Congolais. Et les Congolais le savent, les Congolais l'ont entendu, les Congolais l'ont partagé. Voilà pourquoi ils se sont mis en très grand nombre derrière lui. Et en 2016, il allait le prouver. Si bien que notre porte-parole le dit, nous avons passé 5 ans de tâtonnement, on a perdu, on a désorienté notre pays, c'est bien malheureux. Merci Jean-Paul Ebenga. Alors Francis Moketo, est-ce qu'on peut penser que Denis Sassou Nguesso fait payer là à Jean-Marie Michel Mokoko une forme de trahison, parce que finalement il n'y a pas que Jean-Marie Michel Mokoko qui est en prison actuellement, il y a aussi André Okombi Salissa, des personnalités qui ont eu à le servir à un moment donné et qu'il n'a pas probablement apprécié, qu'il se détache et s'oppose à lui. Christian Pereira, vous faites bien de dire que Jean-Marie Michel Mokoko a passé 11 ans auprès du général Denis Sassou Nguesso. Vous n'ignorez pas que Jean-Marie Michel Mokoko est un général de division, démissionnaire en 2016 du poste de conseiller à la paix et à la sécurité en Afrique auprès du général Denis Sassou Nguesso. Donc, il a pris le parti du peuple. Il a voulu créer une rupture avec le système de complaisance. Et d'ailleurs, tout le monde peut retrouver dans la campagne présidentielle de Jean-Marie Michel Mokoko ses déclarations. Il disait ceci, je le cite, « Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est donc le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur comportement. » Et il avait poursuivi en disant « Je suis candidat pour fixer les fondements de cette république apaisée et qui doit reposer sur un pacte républicain et bien entendu, dans les principes de base sont l'exemplarité du chef de l'État. » Vous imaginez, à leurs différents niveaux de responsabilité, vous imaginez, mais c'est tellement piquant, c'est tellement choquant que celui-là lui a gardé dents. Mais je vais juste vous dire, monsieur Christian Perrin, parce que vous nous interrogez sur le statut du prisonnier. Mais attendez, il y a, pour les personnes qui sont sous la coupe de la justice et dont les droits sont privés, et le général Jean-Marie Michel Mokoko fait partie de ces personnes-là. Vous savez, le prisonnier de droit commun, c'est celui-là qui a volé un bœuf, qui a volé une aiguille, qui a volé
un œuf, qui a volé, voilà, qui a porté atteinte aux intérêts privés. Mais le prisonnier politique, c'est tout autre. Par tous ces exemples-là que je vous ai cités, Jean-Marie Michel Moko est un homme d'État, est un homme politique. Vous ne pouvez pas le lui retirer en disant qu'il est un prisonnier de droit commun. Ben, écoutez, c'est de la mauvaise foi et la bassesse d'esprit, plutôt que de dire ce type d'énormité. Le prisonnier politique et d'opinion est condamné pour des motifs idéologiques, politiques, à l'instar de Mandela. Mandela était un grand prisonnier politique. Et Jean-Marie Michel Mokoko, quand je dresse le parallélisme, ressemble à celui-là qui a libéré l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et donc, bien entendu, Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier politique, puisque il a dit clairement que le chef d'État, c'est un chef d'État paresseux, tribaliste et voleur. Ça, c'est des choses. Nous avons des preuves. D'ailleurs, si vous voulez, quand on parlera d'économie, on pourra effectivement évoquer ce type de questions. Et d'ailleurs, Jean-Marie Michel Moko avait conseillé ses avocats de ne pas plaider, puisqu'il disait que c'était plutôt un règlement de compte politique. En dépit du coup d'État militaire qui a amené le général Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 97, il ne fait que surfer sur des coups d'État électoraux. Et bien entendu, dans sa campagne, vous avez entendu parler des safous, vous avez entendu du manioc, vous avez entendu parler de pas mal de choses, des mêmes cassettes trouées et rayées, et qui aujourd'hui ne font pas recette. C'est un homme du passif, un homme du passé qui n'a plus d'autre chose que de s'en vouloir à tous ceux-là qui veulent redresser ce pays. Alors, moi je vous dis, Christian Perrin, pitié, ne nous parlez plus de ce type de choses. Jean-Marie Michel Mokoko est un prisonnier politique. Ben, t'inquiète, Francis Moketo, mon travail à moi, c'est de poser des questions, même les plus tendancieuses, hein, même les plus inattendues. Alors, Benoît Youlou, prisonnier politique, et le général Jean-Marie Michel Mokoko, évidemment. Ici, on peut constater aussi que la première enquête, donc, menée par la DGST, tout à l'heure, Jean-Paul Ebenga l'a dit, le fait d'avoir été interpellé par la DGST. D'ailleurs, la première enquête aussi a eu lieu au niveau de la DGST, c'est déjà politique, avant quand l'on voit au niveau du tribunal. L'intérêt d'abord de garder, pas seulement Jean-Marie Michel Mokoko, il y a aussi Okomi Salissa et bien d'autres prisonniers politiques, d'ailleurs, qui ont été dernièrement arrêtés, les prisonniers d'opinion, parmi lesquels on citerait d'ailleurs Chris Dongui, qui croupit aujourd'hui en prison. Il y a aussi Alex Nzabana, le docteur Alex Nzabana. Cette attitude politique, en fait, c'est pour quel intérêt dans un pays comme le Congo qui aujourd'hui a bien envie de vouloir se démarquer politiquement, mais aussi économiquement? En quoi cela arrangerait le régime actuel au Congo-Brazzaville? Vous savez, c'est aussi clair, pour ne pas dire clair comme une eau de roche. Pourquoi M. Denis Sassou Nguesso entend justement maintenir les gens en prison? C'est tout simplement parce que ces gens ont des opinions contraires et des opinions qui consistent justement à restaurer un état de droit, à faire ressurgir les valeurs démocratiques, réhabiliter les droits fondamentaux. Et quand vous avez quelqu'un qui évoque ces aspects-là, qui sont contre ce que nous vivons actuellement, cette dictature, à partir de ce moment-là, il devient un ennemi. Mais les gens comme Christian Dongui, Alex Nzabana qui sont tenus dans les jours, mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont voulu exprimer, revendiquer certaines libertés. Mais à partir de ce moment-là, c'est une façon de confisquer les libertés fondamentales. Et nous, justement, au niveau du MPA, nous avons ce devoir-là d'éveiller la conscience des Congolais pour qu'ils prennent en âme et conscience leurs droits, qu'ils sachent que le peuple est à genoux parce qu'il a renoncé à ses droits. Nous ne sommes pas un peuple à genoux. Le peuple congolais, c'est un peuple dynamique. Et à partir de ce moment-là, il doit s'organiser. Et nous avons le devoir, justement, d'organiser ce peuple-là pour qu'ils prennent en conscience et prennent en main leurs responsabilités. Parce que laisser passer ces choses, ces inepties, signifie se condamner. C'est tomber dans la sotte bêtise, dans une condamnation. Nous vivons un marasme économique. Les gens ne peuvent pas se nourrir, les gens ne peuvent pas se soigner, les gens ne peuvent pas, disons, circuler librement. Et à partir de ce moment-là, il faut le laisser faire. Il faut demeurer enfermé dans son mutisme parce qu'on use de la violence pour réprimer justement le peuple congolais. Nous ne devons pas tolérer ça.
nous estimons que le peuple congolais, c'est un peuple suffisamment mûr et il faudrait qu'on ait conscience que les gens s'organisent de telle sorte qu'il faut, s'il faudrait mettre à mal la cité par la désobéissance civique, qui est un droit reconnu par la Constitution, eh bien, qu'il le fasse, parce que c'est le seul recours. Vous savez, quand dans une situation, toutes les négociations n'ont pas abouti, la seule solution est que le peuple désobéisse. Et nous invitons le peuple congolais à prendre ces dispositions de telle sorte qu'il y ait une désobéissance civique. Nous demandons à ce que le peuple congolais prenne ses responsabilités, prenne son destin en main et nous invitons la jeunesse à s'organiser de telle sorte que ce que nous vivons soit balayé d'un revers de main parce que c'est impensable, c'est invivable. Nous avons condamné notre peuple. Est-ce que nous devons tolérer cette situation? C'est une situation inadmissible, intolérable et à partir de ce moment-là, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Oui, Francis Moketo. Je voulais juste ajouter une petite chose. Vous savez que la notion de l'État protecteur, dont eux, ils ont souvent l'habitude d'incanter que le Congo est un État protecteur. Vous savez que les champions de la violation des lois et règlements de la République, c'est eux qui ont la palme d'or sur les crimes économiques, les crimes de sang, les bavures policières, c'est eux. La justice, aujourd'hui, est à la solde de ce pouvoir. Vous le saviez bien, plus que moi, puisque toutes les démarches, toutes les enquêtes sont à charge. Cette justice qui a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup d'opposants politiques sont aujourd'hui embastillés. Vous avez parlé, par exemple, des prisonniers d'opinion tout à l'heure. Tout à fait. Et au Commissariat, aujourd'hui, est embastillé pour avoir été candidat à l'élection présidentielle. Si vous voyez aujourd'hui l'indice de démocratie en 2020 pour le Congo est de 3,11 sur 10. Et le pays est qualifié un pays à régime autoritaire, donc une dictature et dont eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais je voulais juste vous rappeler l'article 15 de la Constitution. Cet article dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques. Là, on parle des convictions politiques des uns qui ne veulent pas. D'ailleurs, Okombi Salissa avait dit que Denis Sassou Nguesso était son mentor. Mais j'aime bien lui dire des choses en face. Chose que le général Denis Sassou Nguesso n'accepte pas. Voilà tous les mobiles qui ont fait que tous ces hommes d'État, tous ces anciens ministres, tous ces anciens conseillers qui construisent la paix dans d'autres pays, mais qui aujourd'hui sont dans le trou pour la simple présentation à l'élection présidentielle. Et donc, bien entendu, ceux qui violent, c'est eux. Ceux qui doivent régler les problèmes politiquement, c'est aussi eux. Et bien entendu, Jean-Marie Michel Mokoko est victime aujourd'hui d'une prédation gratuite. L'ONU avait épinglé le Congo-Brazzaville sur sa gestion du cas Jean-Marie Michel Mokoko. Je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, le groupe de travail avait reçu une requête des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko et avait demandé le Congo-Brazzaville dans un contradictoire pour qu'ils apportent les réponses, chose qu'ils n'ont pas fait. Et d'ailleurs, ils avaient jusqu'au 3 juillet. Malheureusement, ils ont répondu le 12 juillet et le 12 juillet, la date était complètement dépassée. Et bien entendu, ils avaient demandé un délai pour répondre, mais le refus était catégorique du groupe de travail puisque ce délai était déjà force clos. Donc, bien entendu, le résultat des experts a été de dire que finalement, l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko était effectivement arbitraire. Et ils ont argué en disant non. Pour eux, le verdict avait acquis la force de la chose jugée. Et donc, bien entendu, pour eux, c'était peine perdue. Et donc, il fallait demander aux avocats de Jean-Marie Michel Mokoko pour pouvoir porter recours auprès des instances juridiques ou judiciaires congolaises. Voyez-vous que dans un état de non-droit, la justice est à la solde du pouvoir. Et bien entendu, c'est un pouvoir clanique, c'est un pouvoir dictatorial, même quand ils ne veulent pas l'accepter, en tout cas, et
ils font de la prédation des opposants de talent, tels que Jean-Marie Michel Mokoko. Général Jean-Marie Michel Mokoko, prisonnier politique. Oui, quelque chose, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais revenir sur la question que vous avez posée, si le général Mokoko était considéré comme un traître. Mais s'il est considéré comme un traître par rapport à la politique actuelle, qui est dominée par le despotisme, le tribalisme, l'ethnicisme, un esprit clanique et autres, mais c'est tout à la faveur du général Mokoko, qui ne partagent pas ce mode de gestion, ce mode de régime, de gestion d'un pays. Vous voyez, normalement, c'est ce que les Congolais devraient de plus en plus comprendre et adhérer à l'idéal politique défini par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous savons qu'il y a un très grand nombre de Congolais qui souhaitent que le pays soit géré démocratiquement. Et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est dans la démocratie que les minorités peuvent s'exprimer. C'est dans la démocratie qu'on a la liberté d'expression orale. Je ne dis pas le libertinage, mais la liberté. Voilà pourquoi il faut considérer les frères comme les Nzabana ou Ndongi et autres, qui devraient avoir cette liberté-là de se prononcer politiquement dans le pays sans être menacés et connaître même des emprisonnements, ce qui est vraiment lamentable. Oui, si le général Mokoko est un traître par rapport à la pratique actuelle, j'accepte qu'il soit un traître. Et là, c'est peut-être parce que ce sont des gens qui n'ont pas très bien compris comment a été formaté le général Jean-Marie Michel Mokoko, mais depuis très longtemps, le porte-parole du général Mokoko et du MPA, le frère Francis l'a bien montré, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été un collaborateur de l'actuel président de la République. Il a montré son savoir-faire, sa vision, ses intentions politiques et autres. Et si aujourd'hui on constate que c'est différent de ce qui se passe sur le terrain, je suis très fier. Je suis très fier de dire que oui, je suis du côté d'un homme qui est un traître parce que actuellement, le pays n'est pas géré dans le sens que nous voulons. Je viendrai à vous, mais sauf qu'il faut qu'on évolue, parce que nous avons encore quelques questions pour vous. Alors, maintenant que le général Jean-Marie Michel Mokoko, malheureusement, court 20 ans de prison, est-ce qu'on peut penser que son combat politique est entamé ou peut-être étouffé? Enfin, on ne peut pas parler d'un combat qui s'achève parce que l'homme est en prison derrière les geôles. Vous savez, pour ne pas prendre la maxime du Che Guevara qui disait « Si je tombe, relève-moi. Si je meurs, prends mon arme, continue la lutte. » Nous, au MPA, justement, nous avons repris l'idéal de Jean-Marie Michel Mokoko. Et ce n'est pas parce qu'on l'aura enfermé 5 ans, 10 ans que le combat s'arrête. Le peuple congolais attend de lui, à travers son idéal, la réinstauration de l'état de droit. Que ce peuple ne pense pas que parce que le général est en prison, tout s'arrête net. Non, bien au contraire, c'est une force justement à travers ces idées. C'est une force que nous allons mettre en valeur, en exergue pour que ceci aboutisse. Vous savez, il est du devoir des grands hommes, ceux qui à un moment de leur vie, de leur histoire, ont su mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko, au péril de sa vie, a su mettre en valeur cet idéal que nous entendons défendre. Et nous nous battons coup au coup de telle sorte que cet idéal aboutisse. Rien ne saurait nous arrêter dans cette dynamique-là. Nous sommes une dynamique, donc une machine qui entend se mouvoir et n'entend pas se laisser faire ni s'arrêter là. Non, le général Jean-Marie Michel Mokoko a beau être en prison, nous sommes convaincus qu'il en sortira un jour. Et s'il n'en sort pas, nous savons que cet idéal a pris corps et fait. À partir de ce moment-là, nous nous battons de telle sorte que ça aboutit. Mais vous savez, pour ne pas revenir à Nelson Mandela qui a fait 25 ans de prison, mais il est sorti de là et il a conduit le pays pour l'amener où nous en sommes. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de désespérer. Nous croyons et nous savons, j'ai un principe tel que je veux, je construis. Puisque nous le voulons, puisque le peuple congolais a pris fait et cause, puisque nous épousons cet idéal-là, nous construisons ce pays qui est meurtri, ce pays qui est plongé dans le chaos. Et nous entendons relever ce défi-là. Merci Benoît Youlou. Alors Francis Moketo, le groupe onusien a demandé la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Paris également a insisté là-dessus en attendant les actes de la part de Denis Sassou Nguesso. Rien n'y a été fait. Quelle est donc l'implication du mouvement pour agir dans ces différents dossiers ou dans ces différents appels à la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko? Écoutez,
le mouvement pour agir est un réservoir de captation de colère. De colère, nous allons effectivement faire grandir cet espoir. Vous êtes sans ignorer que Jean-Marie Michel Mokoko avait pris le parti. Vous avez interrogé Benoît Youlou sur cet héritage. Mais cet héritage est parti d'un diagnostic. Quand il démissionne d'un poste de haut fonctionnaire, haut dignitaire de l'État, qui est allé construire la paix là où il y avait la guerre, il a fait un constat. Ce diagnostic-là a été fait par le Premier ministre, ce programme d'action de son gouvernement. Mais c'est un plagiat. Si vous prenez ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko disait en 2016, c'est ce que le Premier ministre l'a dit. On peut nous le rappeler un peu? Écoutez, vous allez nous interroger sur cette question. Mais qu'est-ce qu'il disait Jean-Marie Michel Mokoko en 2016? Mais face au désarroi et au désespoir de la jeunesse contrainte au chômage, aujourd'hui, on a un chômage systémique qui ne dit pas son nom, avec la crise sanitaire. Face à la paupérisation généralisée, sciemment entretenue, le Congo est celui qui a le plus d'une population pauvre. Face à l'humiliation des aînés, 4 ans de salaire, vous vous rendez compte? Et contraint à la mendicité, au crépuscule d'une vie de dur labeur. Et ça, c'est quelque chose qui est concret, vous allez le vérifier, les pensions ne sont pas payées. Et face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, Jean-Marie Michel Mokoko devait revenir au pouvoir pour redresser justement ce pays dans les états généraux de la nation. Face à la fracture sociale, on le voit bien, les plus riches, la population d'en haut, ceux des nantis, des voleurs de l'État, et puis la population d'en bas qui paye le lourd tribut et dont on demande encore de serrer la ceinture pour pouvoir les accompagner à bien voler. Et puis, face aux sollicitations pressantes de ses compatriotes, Jean-Marie Michel Mokoko a pris le parti du peuple pour justement aller vers l'apaisement, rassurer et rassembler. Telle était sa ligne directrice. Mais point de vue politique, qu'est-ce qu'il voulait faire? Mais opérer une rupture irréversible avec les systèmes politiques anciens, dont le général Sassou Nguesso est là depuis des années. Il est le représentant de tout ce système-là qui vient des années 60, entretenu par lui et qui gère dans la malgouvernance. Et bien entendu, je ne peux que constater que c'est pas par des petites mesurettes qu'on a vues ici ou là qu'il ira vers la marche vers le développement. Mais au contraire, la marche vers le sous-développement est là devant nous et rien ne sera changé. Et donc le général Jean-Marie Michel Mokoko pensait justement renverser la table pour instaurer une gestion, par exemple, des ressources humaines basée exclusivement sur les compétences. Voyez-vous des emplois fictifs à volo que le général Denis Sassou Nguesso, par des notes, des petites notes qu'il est en train de saupoudrer sur la place publique, un coup des conseillers, un coup des ministres délégués et un effectif pléthorique dans un gouvernement d'inaction qui ne conduira à rien du tout. Vous vous rendez compte, les salaires de ces ministres, c'est en moyenne 10 millions pour un ministre, 15 millions pour un ministre d'État, et on ne connaît pas le salaire du président lui-même. Vous imaginez pour quel travail fourni que ces ministrons prennent des sommes énormes. Vous vous rendez compte, en dehors de la corruption, en dehors des impunités, en dehors des éléphants blancs dans tous les contrats publics qui sont maquillés, vous vous rendez compte, c'est quand même criard. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est celui-là qui voulait, bien entendu, mettre un terme définitif à tous ces contentieux, à toutes ces magouilles pour apaiser et rassurer. Et bien entendu, convenir d'un nouveau pacte républicain. Et ça, c'est ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko voulait mettre en place. Alors, on va donc, on pourra revenir sur ces aspects, notamment sur l'économie, le social, et peut-être d'autres questions aussi. Mais tout à l'heure, je voulais un peu savoir quelle est l'implication du mouvement pour agir, le MPA, sur notamment le suivi, par exemple, les appels lancés par, j'ai dit tout à l'heure, le club onusien, Paris. Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de rencontrer
par exemple, certaines administrations, sinon de voyager, rencontrer certains amis du général Jean-Marie Michel Mokoko, rencontrer les délégations des autres États amis pour tenter un peu de juguler cette affaire, demander notamment la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Oui, Christian Perrin, je m'attendais que vous arriviez à être plus précis sur votre question quand celui qui m'a précédé vous a répondu. Mais est-ce que c'est le lieu indiqué pour que le MPA vous dise, oui, nous entreprenons des démarches en direction des États-Unis, en direction des autorités françaises, en direction des partenaires économiques du Congo. Et ce n'est pas le lieu indiqué où nous allons ici dire que le MPA a entrepris telle démarche ou telle autre, ce qui est vrai. Le MPA est plus installé à l'étranger, dans la diaspora en France précisément, mais nous travaillons en synergie avec nos compatriotes qui sont au pays. Et ils nous montrent tous les jours comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Le frère qui m'a précédé a bien montré qu'il y a des grèves ici et là, parfois peut-être des grèves même organisées par le pouvoir en place. Mais nous voyons bien, malheureusement, dans cette maladresse de ceux qui nous dirigent, tout dernièrement, on a eu… Attendez, monsieur Jean-Paul Ebenga, vous avez dit parfois des grèves organisées par le pouvoir en place, c'est-à-dire, je voudrais bien comprendre. Je viens justement, je vais éclaircir mon idée. Tout dernièrement, on a écouté des compatriotes qui appartenaient à la police municipale. Donc voilà un groupe de compatriotes comme ça qui ont été avantagés par le système parce qu'on voit bien le recrutement au niveau de la police municipale. Il y a pas de concours, il n'y a pas d'aptitude de définie et autres. Voilà les gens qui sont pris par un système politique et qui sont là, qui sont peut-être même payés en numéraire, qui sont en train de prendre de l'âge. D'ici peu, ils vont se retrouver des retraités, mais sans pouvoir être payés par l'État. Mais ils se mettent en grève, mais ils doivent même rejeter ce pouvoir-là qui les a recrutés de façon à leur enfoncer la tête dans l'eau. Vous voyez, ça c'est vrai. Au niveau, par exemple, du CHU, nous avions eu, c'est pas que je défends cette dame-là qui devait être la directrice du CHU, qui a bien montré le dysfonctionnement dans cette structure, mais malheureusement, on la retrouve comme ça, huée par des syndicalistes et autres, mais le problème demeure. Donc, on se pose la question de savoir si c'était des vrais syndicalistes qui organisaient un mouvement contre cette directrice ou bien ce sont des gens organisés juste pour étouffer une démarche qui révélait le dysfonctionnement dans la gestion de la chose publique. Vous voyez? Donc, je suis en droit de dire qu'il peut y avoir des manifestations sociales organisées par le pouvoir juste pour donner l'impression. Mais nous sommes en synergie avec les compatriotes et ils sont très nombreux. C'est pas tant le général Mokoko, mais les Congolais eux-mêmes. Ce sont eux qui ont voulu changer les choses depuis la fin des années 80. Et le général Mokoko a épousé ce changement-là. Et il a exprimé tout, il a porté haut les desiderata du peuple congolais. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qu'il faut distinguer. Et là, il est en prison. Les deux frères Benoît et Francis l'ont dit quand ils m'ont précédé. Le général Mokoko a dit « J'accepte l'emprisonnement. Je sais que je suis condamné politiquement, mais si politiquement j'ai pris telle posture, j'irai jusqu'au bout. » Vous voyez, c'est là où on peut faire l'analogie avec Mandela, qui a accepté baver plus de 20 ans d'emprisonnement parce qu'il croyait en un idéal qui était partagé par ses compatriotes jusqu'à ce qu'un jour il sorte. Et donc le général Mokoko, c'est sûr, il sortira un jour du trou dans lequel on l'a enfoncé, et les discours actuels de gestion du pays par ceux qui sont là en train de le gérer. Je peux vous dire que nous avons eu des contacts avec des compatriotes, comme l'a dit le frère Francis, mais le discours du Premier ministre, c'est un plagiat de tout ce que le général Mokoko avait déjà relevé auparavant. C'est même une oraison funèbre du Congo qu'il est venu réciter devant le Parlement congolais. C'est bien malheureux. Quelques-uns se sont dit, mais est-ce qu'il a été voir le général Mokoko en prison pour venir nous parler de toutes les difficultés que nous sommes en train de constater actuellement? On espère qu'ils reviendront à la raison
et ils comprendront que nous allons construire un pays dans lequel il doit avoir la liberté d'expression. Chacun pourra le dire parce que ce sera sa façon de croire, ça peut être sa foi, mais il ne va pas mériter la prison pour autant. On en parlait déjà, Francis avait, je crois, amorcé, il parlait déjà d'une équipe pléthorique. Faisons allusion au gouvernement actuel avec la nomination des conseillers spéciaux, des ministres d'État, etc. Mais dans le même temps, il y a aussi les finances qui vont subir parce que ces ministres disaient d'ailleurs, Francis Mouketo pour le moindre sont payés à 10 millions, d'autres à 12 millions, etc. Alors vous avez aussi parlé du programme d'action du gouvernement actuel qui a été présenté le 21 juin, je rappelle, devant le Parlement. Et dans ce programme, le Premier ministre demandait finalement à la population congolaise de continuer à consentir les sacrifices. Mais on se rend compte que finalement, de l'autre côté, comme a dit d'ailleurs Francis Mouketo, il y a comme une scission, les plus riches, en fait, les gouvernants qui deviennent de plus en plus riches, et dans le même temps, on demande au bas peuple qui croupit déjà dans la misère de continuer à consentir les sacrifices. Je voulais, c'est vrai que tout à l'heure vous venez de répondre à une question, mais je me tourne encore vers vous, Jean-Paul Ebenga, c'est pour avoir un peu votre point de vue, votre analyse sur cette question telle que présentée par Anatole Kolina Makosso, qui demande encore à la population congolaise qui déjà a trop serré la ceinture, de continuer à faire les sacrifices pendant que de l'autre côté, on n'arrive pas à prendre des mesures restrictives. Nous constatons là, une fois de plus, tout le cynisme de ce pouvoir. Tout le cynisme de ce pouvoir, je suis obligé de le répéter. Vous voyez que la mortalité a effroyablement augmenté dans notre pays, puisque les gens n'arrivent même plus à se faire soigner, même quand les personnes sont atteintes de petites maladies courantes que nous connaissons. Mais la mort est au bout, parce qu'au niveau des hôpitaux, on ne peut plus les prendre en charge, parce qu'il y a des difficultés de tout genre, matérielles, même de personnel aussi. Sur le plan scolaire, tout le monde s'étonne du niveau scolaire de nos jeunes, qu'ils soient à l'école primaire, secondaire ou universitaire. Vous voyez ? Alors, demandez aux Congolais actuellement de se serrer la ceinture. Les Congolais, c'est pas qu'ils refusent ou ils rejettent. Ils peuvent dire, nous allons serrer la ceinture. Mais dites-nous exactement pendant combien de temps. Dites-nous exactement quel est le programme que vous avez défini, quantifié, chiffré, qui pourrait faire qu'on se dise, dans 2 ans, dans 1 an, dans 3 ans, nous aurons le bien-être attendu. Mais quand vous écoutez le Premier ministre, vous voyez, le cynisme, c'est à ce niveau. Le Premier ministre sait très bien que de tout le discours qu'il aura tenu devant le Parlement, ce dernier ne sera même pas soumis à un débat contradictoire. Donc, il avait toute la liberté de venir raconter comme ça des promesses comme il pouvait, avec une facilité d'écriture tout simplement d'un discours. C'est là tout le cynisme de ce pouvoir. Il n'y a rien. Vous voyez, même le gouvernement constitué, pour certains ministres que je connais, que j'ai côtoyé même, puisque je les ai rencontrés ici en France en formation, ces ministres pris individuellement, ces individualités peuvent être des étalons. Mais mis dans un groupe, on ne pourra pas constituer une bonne équipe. Et qu'est-ce qu'on va donc constater? Ce sera donc des sachants qui vont tout simplement être consumés parce qu'ils ne pourront pas animer leur ministère. Et à partir de là, on dira, vous voyez, tous ces bavards-là, tous ces soi-disant machins, mais ils ne réussissent pas toujours, alors qu'ils n'auront même pas les moyens d'exercer, de faire de telle sorte que leur département fonctionne correctement. Et ce Premier ministre le sait, il était d'abord ministre. Il sait très bien qu'il n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il espérait réaliser. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Mais on voit comment est-ce qu'il est en train de gérer le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Andeli. Je ne dis pas que c'est le meilleur de tous. Bon, il a quand même un certain passé. Il a eu un passé qui était admirable. Mais moi, je suis convaincu qu'actuellement, il ne pourra plus avoir la liberté qu'il avait dans les années 2000. Parce que tout a changé. La comptabilité nationale n'est plus celle qu'il avait connue. Tout ne passe plus par le ministre des Finances. Vous voyez, donc, il ne pourra même plus donner du poing sur la table. Et d'ici là, qu'elle s'en va dire, vous voyez, même celui-là, qui semblait être une petite référence, il ne peut pas.
Et tout est on est en train de le percevoir là. Il y a rien, il y aura rien. Francis Mouketo, le Premier ministre Anatole Collinet a dit qu'il va donner les gages, les garanties à la communauté internationale. Question un peu de relancer avec le dossier FMI. Est-ce que vous croyez en cela dans un gouvernement où on a encore des ministres, et la fois dernière, je le disais, 5 ministres seulement, je dis bien 5 ministres détiennent à eux seuls près de 5 000 milliards dans les paradis fiscaux. Comment peut-on encore donner des gages et des garanties à la communauté internationale pour, bien sûr, continuer à négocier auprès du FMI? Pensez que cela est réaliste? Vous savez vous-même, Monsieur Christian Perrin, que ce Premier ministre, quand il commence son propos, qui va durer 1h30, il va commencer d'abord à reconnaître ses gourous, dont il appelle ses mentors, président de l'Assemblée nationale, lui-même Denis Sassou Nguesso, puisque c'est un membre de l'administration PCT, et vous avez vous-même dit que dans ce gouvernement pléthorique, quand vous regardez même la géopolitique de nomination, il y a près d'une vingtaine de ministres qui sortent d'une même région, la région de la cuvette et des plateaux. Vous voyez, c'est une vingtaine de ministres sur les 38. Et voyez-vous qu'il y a même des départements qui n'ont même pas de ministres. Alors, c'est pour vous dire que c'est un régime qui est clanique. On a parlé il n'a même pas osé parler des questions politiques, puisqu'il a parlé des crises économiques, financières, de la santé, de la sécurité, de la crise des valeurs, mais il a occulté quelque chose de beaucoup plus important. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous manqué, c'est un discours politicien, c'est un discours soporifique, c'est plutôt une raison funèbre quelque part, un monologue, puisqu'il a laissé la gouvernance qui est aujourd'hui la tare de la gestion des ressources du Congo en dernier pour dire que c'était le bouquet final. Mais en tout cas, quand on voit l'introduction de son propos, il montrait l'ampleur des difficultés financières aggravées par le Covid. Je vais vous dire qu'en 2019, le FMI a verrouillé la porte des négociations parce que ce gouvernement brillait par l'opacité des comptes. Vous savez que ce gouvernement a des comptes dans des banques commerciales en lieu et place du trésor public, comme cela se passe dans tous les pays civilisés. Et quand vous regardez dans les 48 mesures, je vais juste reprendre le document sur les 48 mesures, la mesure 10 disait qu'il fallait faire une enquête sur les suivis des projets d'investissement initiés depuis 2014 pour évaluer leur effectivité. La mesure 18 disait qu'il fallait préparer une liste exhaustive de tous les comptes publics des ministères dans les banques commerciales pour préparer leur transfert au compte unique du Trésor. Vous voyez qu'ils ont multiplié les comptes pour déposer l'argent de l'État. La mesure 23 disait qu'il fallait l'adoption par le gouvernement d'un plan d'action pour réduire graduellement la masse salariale en pourcentage de PIB non pétrolier. Vous voyez, la mesure 27, lancement par le gouvernement d'un audit des coûts pétroliers avec assistance de nos partenaires au développement. Et la mesure 29, adoption par le gouvernement d'un décret d'application relative à la loi établissant la haute autorité sur la corruption et les degrés d'application relatifs à la loi de déclaration de patrimoine. Vous voyez, je vous fais grâce des autres mesures. Voyez-vous que si ce sont des bons élèves, si Collinet Makosso est un bon élève, il commencerait d'abord par appliquer ce que le FMI a demandé au gouvernement de Clément Mwamba, dont lui, il appartenait, avant de venir saupoudrer des mensonges aux Congolais. Et bien entendu, je vais vous dire que la dette dont il parle, puisqu'il dit que son gouvernement devra ramener la dette de 90% du PIB à 70% par rapport aux critères de convergence fixés par la CEMAC. Je ne sais pas par quel moyen, par quelle magie il le fera, mais en tout cas, on voit encore que le général Denis Sassou Nguesso va s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping pour restructurer à nouveau
la dette congolaise pour traficoter, bien entendu, les lignes de crédit pour négocier avec le FMI. Mais le FMI n'est pas idiot. Le FMI, je vais vous dire que c'est celui qui a découvert que la dette congolaise, au lieu d'être à 90% en 2019, était plutôt à 120% du PIB, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui se cachaient, des dettes cachées dont les Congolais ont appris. Je vais encore aller plus loin, puisqu'on a vu très récemment le nouveau ministre des Finances, avec le ministre des Grands Travaux, avec le ministre de la Coopération internationale, ont présenté en réalité la dette chinoise qui s'élève quand même à 1100 milliards. Ils veulent renégocier cette dette pour la payer en différé à des années futures. Vous imaginez la catastrophe, vous imaginez l'état dans lequel le Congo se retrouve, et c'est inimaginable. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce que le Premier ministre du Congo a dit, c'est un aveu d'échec. Il veut parler de l'autorité de l'État. Mais voyez-vous que les bébés noirs, lesquels qui les ont créés, mais c'est ce pouvoir, puisqu'ils n'arrivent pas à gérer la sécurité des Congolais. Et bien entendu, je peux vous dire que le Congo-Brazzaville est plongé dans un chaos indescriptible. Le général président gouverne sans partage et règne en maître absolu. Il a remplacé la force publique par une milice qui est tribale et des supplétifs, des mercenaires. En outre, avec ses valets locaux, ils terrorisent, ils utilisent le terrorisme d'État. Ils le terrorisent, ils le torturent, ils le tuent, leurs compatriotes. Donc je ne peux pas vous dire autre chose que toutes les mesurettes que le Premier ministre congolais a dit. Il est d'abord Premier ministre du PCT, de l'administration PCT, qui est comptable de tous les déboires de la République du Congo. Et bien entendu, je ne sais pas par quelle magie, il remettra à l'autorité de l'État, alors que lui-même, il était dans un gouvernement dont son prédécesseur n'a pas pu restaurer l'autorité de l'État. Et dans ce gouvernement, il y a beaucoup de caciques du PCT, ceux-là qui sont là depuis plus de 27 ans, cette roue de la fortune qui est là, je ne sais pas par quel moyen. Lui, Koliné Makosso, arrivera à plier ces caciques du PCT qui sont là, qui ont leur façon de vivre, qui ont leur train de vie, et je ne sais pas par quel miracle il remettra ce pays dans les valeurs républicaines telles dans des pays civilisés. Je suis dubitatif, je suis bluffé par son discours qui en fait est un aveu d'échec et malheureusement il n'ira pas loin. Et d'ailleurs, dans les 100 premiers jours, nous verrons s'il a attaqué tous ceux-là qui ont volé, il a rapatrié l'argent volé, et si effectivement dans les 100 premiers jours, les gros poissons et les frétins seront mis au petit trou. Qui vivra verra, puisque dans les 48 mesures, il y a également le rapatriement de fonds, et tout à l'heure nous avons dit, il y a des ministres qui détiennent à eux seuls beaucoup trop d'argent du Congo. On verra bien dans les 100 jours, comme a dit Francis Moketo, mais dans les 100 jours, il faut déjà soustraire 30, parce que il y a eu au moins 30 jours passés. Il a présenté son programme 30 jours après sa nomination. Alors, Benoît Youlou, je reviens à vous. Tout à l'heure, Francis a dit, on a plongé le pays dans une situation inadmissible. Est-ce qu'on peut croire que finalement, le programme d'action du gouvernement présenté par Anatole Koliné Makosso a été là l'oraison funèbre qui a été lue pour enterrer le Congo-Brazzaville? Mais je ne peux que dire c'est effectivement l'horizon funèbre pour enterrer le Congo. Vous savez, quand on parle d'un programme d'action du gouvernement, le programme d'action s'appuie sur un budget. Mais qu'est-ce qu'un budget? C'est l'acte par lequel le législateur prévoit les dépenses et les recettes de l'État. Aujourd'hui, au Congo, on a tendance à augmenter les dépenses et à diminuer les recettes. Mais les recettes ne diminuent pas par le fait du hasard, mais tout simplement quand on voit le pétrole qui était à la base des recettes de l'État, le cours a diminué. Bon, quand on voit donc les régies financières, les services fiscaux qui devaient assurer le recouvrement de l'impôt et d'autres taxes ne bénéficient pas
des moyens, ou alors, quand ces services assurent le recouvrement, tout l'argent encaissé est détourné à des fins autres. Au lieu que ce soit rapatrié au niveau de caisse de l'État, tout ceci est soit entre les mains des régisseurs de recettes, ou alors de ceux qui en ont la charge, ou alors dans une caisse autre que le Trésor. Mais comment voulez-vous gérer un pays dès l'instant où le budget ne peut répondre aux attentes d'un gouvernement? Un gouvernement ne peut assurer l'exécution de ce budget qu'à partir du moment où ce budget existe. Or, qu'au Congo, le budget est inexistant, il n'y a que des chiffres. Mais les chiffres, on peut les manipuler comme on entend. Un budget, ça signifie recettes, dépenses. Mais les recettes sont inexistantes, sinon presque amoindries. Oui. Monsieur Benoît Youlou, pendant que vous parlez du budget, peut-être que ce régime compte sur le prix du baril qui vient d'augmenter. Le rapatriement de fonds dilapidés. Probablement, mais aussi sur le pétrole qui, aujourd'hui, on sait que le baril est remonté à 75. Ce qu'on a constaté, c'est que lorsque le coût du baril baisse, on fait beaucoup de bruit, mais depuis là, le baril est passé à pratiquement $75, plus personne n'en parle. Et peut-être que ce régime compte sur, évidemment, la rente pétrolière. Mais on ne peut pas compter sur la rente pétrolière, ce d'autant plus que le pétrole congolais a été gagé. Vous voyez, on a bradé les ressources de la nation. À partir de ce moment-là, quand bien même il y aurait une embellie, le Congo n'en tirerait pas de profit. Donc, c'est une baisse conséquente des recettes de l'État. Et un État ne vit que parce qu'il y a des recettes conséquentes. Ou alors, il y a des structures parallèles, des établissements publics, industriels, qui marchent et à partir de ce moment-là, produisent de la richesse. Tel n'est pas le cas au pays. Bien au contraire, le budget de fonctionnement devient exorbitant. En prenant l'exemple sur les ministres actuellement, soi-disant ministre d'État 15 millions et ministre tout court à 10 millions. Mais enfin, c'est un lourd budget, ça. Pour quel travail? Quand on voit les résultats, où est-ce qu'on en est? Le Congo est aujourd'hui dans le chaos. Et comment voulez-vous que le pays puisse se relever dans une situation comme celle-là? Et on ose même demander au peuple congolais de faire des sacrifices. Mais enfin, pour quel objectif? Pour quel objectif? Tout compte fait, c'est pour revivre la même situation, plonger davantage dans le chaos. Nous n'entendons pas leur accorder ce bénéfice-là. Nous disons non, on en a assez. C'est la dernière question que je vais vous poser. Elle va donc s'adresser à vous trois. Ce sera aussi là vos conclusions, sinon le mot de la fin pour cette édition. Est-ce qu'on peut vraiment continuer à croire que le général Jean-Marie Michel Mokoko pourra recouvrer sa liberté? Parce qu'on sait évidemment ce qui se prépare tout à l'heure, je crois, c'est Benoît Youlou qui a dû flasher là-dessus. Parlons de la préparation de la succession de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que le général Jean-Marie Michel Mokoko pourra recouvrer sa liberté d'ici là? Est-ce qu'on peut croire? En fonction des activités que vous menez, des négociations que vous menez, est-ce qu'on peut vraiment croire, les Congolais peuvent croire que le général pourra recouvrer sa liberté? Écoutez, si je dois prendre la parole d'une manière active, je dirais on y croit, sinon on ne serait pas là. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a suivi sa conscience. Ce qu'il défend, celle-ci, c'est ce qu'il croit juste. Le MPA a emboîté le pas et se voudrait de poursuivre ce combat, commencer, et ce jusqu'à la victoire finale. La lutte continue. Nous sommes tous des Congolais et nous n'appartenons qu'à nous-mêmes. Le Congo, notre pays, est ce bien commun. L'Alma Mater, nous le défendrons jusqu'au bout. Et nous croyons que le général Jean-Marie Michel Mokoko sortira des geôles dont il est détenu arbitrairement. Et c'est notre devoir de le soutenir, c'est notre devoir de l'accompagner et de se battre de telle sorte qu'il sorte de ce guêpier-là. Voilà, nous entendons le défendre et ce jusqu'au bout. La liberté n'a aucun sens si nous ne sommes pas libres de vivre en sécurité chez nous et dans la rue. Alors, Francis Moketo, pourrait-on retrouver le général Jean-Marie Michel Mokoko libre sans concession avec ce régime qui lui veut certainement... Je voulais juste revenir sur des aspects économiques. Je pense qu'on n'a pas peut-être abordé toute l'ampleur. Allez-y, ça sera aussi le mot de la fin. Je vous en prie. Du désastre économique que le Congo connaît. Ce qu'on peut retenir d'abord sur les atouts que nous pouvons reconnaître du territoire sur lequel nous posons nos pieds. Le Congo est riche des ressources naturelles abondantes. Gaz, pétrole, minerais, fer, bois et tous les potentiels agricoles que vous connaissez avec des millions de terres arables. Et même les saisons, oui.
un potentiel de diversification de l'économie qui pourrait justement nous retirer de la forte dépendance du pétrole. Et avec d'ailleurs une bonne idée qu'ils avaient, l'ouverture des zones franches qui ne marche pas. L'appartenance à la CEMAC est une très bonne chose, puisque les critères de convergence à la CEMAC imposent des mesures drastiques sur la gestion de la dette publique, chose qui aujourd'hui est bafouée par le Congo. Et puis la patience, la discrétion des partenaires financiers tels que la Chine, qui restructure à chaque fois, à chaque demande du général Denis Sassou Nguesso et qui le refourgue aux autres. Parce que demain, s'ils ne sont pas là, ceux qui viendront trouveront une grosse ardoise. Les projets de développement qui sont financés à chaque fois par les partenaires. Vous avez parlé là du boom pétrolier. Mais on a connu beaucoup de boom pétrolier au Congo, jusqu'à même l'annulation des dettes. On a connu un boom pétrolier dans les années 80. On a connu un boom pétrolier. Donc en 2010, on a annulé la dette du Congo avec le point d'achèvement des PPTE, où la dette congolaise était pratiquement à 20% du PIB. Mais par quelle magie, puisque vous avez parlé de cette mécanique du coût du pétrole, du coût du baril. Mais nous avons connu aussi ces prix d'augmentation de barils dans le passé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. En fait, le problème du Congo n'est pas de l'argent, c'est un problème de la gouvernance. Et d'ailleurs, lui-même, le Premier ministre l'a dit, que je laisse la notion de gouvernance comme bouquet final de son discours. Mais la gouvernance, c'est quoi? C'est la gestion, c'est l'ordonnancement, c'est l'organisation. Mais le Congo est dans un désordre. Et bien entendu, je vais signaler que la faible activité manufacturière, qui entraîne bien entendu la dépendance au pétrole, le manque d'infrastructures de communication, d'éducation, et ces infrastructures ne sont faites que de l'autre côté, pas dans tout le pays. Si vous circulez le pays, vous allez par exemple dans les pays du Niari, là-bas, on est dans une catastrophe. Les routes sont impraticables. Et bien entendu, cette politique d'infrastructure ne profite qu'à une partie du territoire. La réduction insuffisante de la pauvreté, et vous avez vu le manque de transparence sur l'utilisation de la manne pétrolière, malgré le progrès de la mise en œuvre de la norme ITIE. Et d'ailleurs, que rappellent les 48 mesures du FMI. Les arriérés, vous avez vu que nous sommes dans un pays qui est une cocotte minute, où les mouvements sociaux sont en permanence. 4 ans, 3 ans d'arriérés de salaire. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Tout travail mérite salaire, sauf dans le cas des Congolais dont on demande encore de serrer la ceinture. Et bien entendu, tout cela ne peut arranger ce gouvernement, ce nouveau gouvernement qui a plutôt brillé par des mesurettes à l'emporte-pièce, des slogans pompeux, une façon de se moquer du peuple. Et bien entendu, le cas politique reste celui-là. Le problème politique reste posé, il reste entier. Vous avez parlé de la sortie de Jean-Marie Michel Mobutu. Mais une des solutions serait de convoquer un dialogue national, inclusif. S'il ne peut pas se dérouler à l'intérieur du Congo pour la sécurité des uns et des autres qui viendraient de l'extérieur, mais il peut se tenir à l'extérieur du pays, sous l'égide, par exemple, des Nations Unies, où tous les problèmes du Congo seront posés, balayés, et repartir sur des bonnes bases. Nous attendons justement ce moment-là où le général Denis Sassou Nguesso prendra enfin le courage de convoquer un vrai dialogue, à l'instar de la conférence nationale que nous avons eue. Vous voyez, la mesurette, c'était la concertation de Madingu qui a accouché d'une grosse souris avec effectivement un autre coup d'État électoral. Mais quelle est la recette du Premier ministre sur la gouvernance électorale qui aujourd'hui s'est basée sur les mêmes fichiers électoraux de 2016, qui aujourd'hui n'est pas paritaire,
les mêmes personnes qui ont organisé l'élection de 2016, ce sont les mêmes qui ont organisé l'élection de 2021. Comment voulez-vous aller vers une autre élection? Et là, il y a les législatives qui arrivent avec des fichiers obsolètes, où il y a des décès, où il y a ceci. Non, je pense qu'il faut être sérieux, Monsieur Perrin. On ne peut pas piétiner les Congolais jusqu'à ce point. J'en viens à la crise en tout cas, oui, le temps nous presse, malheureusement. Il nous reste quelques minutes, mais alors, donc pour boucler la boucle, comme qui dirait, merci Francis Moketo. Alors, Jean-Paul Ebega, puisque tout à l'heure, Francis a déjà amorcé là-dessus, la crise politique, la gouvernance électorale. Ces deux crises majeures qui n'ont pas été prises en compte par le programme d'action du gouvernement de Colline Makosso, est-ce qu'on peut croire là qu'on va droit au mur? Vous l'avez relevé, on va droit au mur, parce que la gestion d'un pays relève d'abord de la gestion politique et la gestion économique s'ensuit bien entendu. Et après, on regarde l'aspect social, éducatif. Si politiquement, au niveau du pays, il n'y a pas de signaux forts qui montrent une stabilité, une entente, une compréhension entre les acteurs politiques d'un pays, eh bien, les lendemains seront très difficiles à tenir. Et vous voyez, si politiquement, il n'y a pas de garantie, l'investisseur étranger ne se présentera jamais dans votre pays pour venir faire un placement de quelque forme que ce soit. Ils vont pas venir, ils vont pas être là quand les lendemains ne sont pas assurés. Et les lendemains sont fortement dépendants du climat politique. Et ce climat politique, il faut passer par un apaisement. Un apaisement qui va nécessiter, par exemple, la libération de tous les détenus d'opinion. Mais là, le MPA fait appel à la libération du général Jean-Marie Michel. Oui. Monsieur Jean-Paul Ebega, est-ce que cette attitude politique affichée par Denis Sassou Nguesso, il faut le dire comme ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, représentée par Anatole Colline Makosso, peut être qualifiée de manque de courage politique, finalement? Non, c'est suicidaire. Vous voyez, parfois, quelqu'un à bout de raisonnement, il demande même la mort comme seul salut. Autant mieux que je meure, parce que là, je suis dépassé. Il faut trouver des psychanalystes pour essayer un peu d'explorer chacune de nos autorités politiques actuelles pour comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils choisissent une voie aussi suicidaire. C'est pas un courage. Le courage, c'est pas ça. Le courage, c'est quand tout le monde apprécie une situation de la même manière. Vous voyez, vous identifiez. Non, moi je parlais plutôt d'un manque de courage à leur niveau, un manque de courage politique, parce que le courage politique voudrait également qu'on regarde certaines situations en face et qu'on prenne des décisions, même quand elles sont difficiles pour soi-même, mais qu'on les prenne pour sauver une nation. Mais non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'ils ont pris une voie suicidaire, c'est fini. Et ils attendent que le moment soit venu. Et ce moment viendra. Malheureusement, il risquera de venir dans un désordre social et autres. Ce que le MPA ne souhaite pas, son leader ne souhaite pas, parce que c'est un pacifiste. Voilà pourquoi nous sommes là toujours en train, si vous voulez, de prêcher une bonne nouvelle, demandant aux Congolais d'être calmes, sereins, mais exigeants, fermes. Et c'est ce que les Congolais sont en train de manifester, d'exprimer. Si vous les voyez là, dans les structures hospitalières en train de s'exprimer, dans les structures scolaires en train de s'exprimer, dans les milieux professionnels en train de s'exprimer, c'est qu'il veut dire que non, les choses doivent changer. Et ça ne sert pas d'être dans un autisme à moins d'avoir choisi la voie du suicide. Et malheureusement, les autorités actuelles, vous voyez même un Premier ministre qui dresse un programme d'action et qui occulte comme ça des pans entiers déterminants dans la gestion d'un pays. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il appartient à la jeune génération. Celle-là qui devait être même plus lucide, panafricaniste, déterminant l'avenir d'un pays. Qu'est-ce que nous voulons du Congo? Normalement, lui, il devait être même beaucoup plus exigeant. Mais malheureusement, il appartient même à un passé tellement lointain que peut-être on peut le mettre à un moment où nous étions encore sous la colonisation, où on ne peut rien. Il voudrait pratiquer encore la politique de la main tendue. C'est-à-dire que nous avons là des partenaires et nous attendons qu'ils nous apportent notre salut. Mais le salut ne viendra jamais des partenaires. Les partenaires ne regarderont
que leurs intérêts. Nous devons regarder les intérêts de notre pays. Comment faut-il faire pour que l'homme congolais trouve sa place au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, au niveau du monde? Voilà, c'est ça ce qu'il faut. Il faut inciter les Congolais vers ces postures-là. Or, malheureusement, même pour ce Premier ministre qui est jeune, là je dis vraiment très malheureusement, c'est pas sa compréhension. Mais je peux dire, en côtoyant les jeunes générations qui sont là en train d'exiger et autres, je dis malheureusement, il a beaucoup de retard. Ben bien heureusement qu'au Congo, on est encore jeune jusqu'à 56 ans, on est encore jeune. Ben oui, c'est une parenthèse juste que je venais de fermer. Oui, Francis, mais en tout cas en quelques secondes. Alors, en quelques secondes, oui. Le Premier ministre a placé la gouvernance comme le premier pilier du développement, dans lequel il a saupoudré 8 points: l'orthodoxie financière, la transparence, la responsabilité, la redevabilité, rendre compte devant le peuple congolais, la gestion axée sur le résultat, la capacité de répondre aux besoins du peuple congolais, l'amélioration du climat des affaires, le suivi et l'évolution en permanence de tous ces critères. Voyez-vous, nous attendons les 100 premiers jours de pied ferme pour montrer du doigt que finalement, on dirige par l'incantation, on dirige par le mensonge. Ben, on est là dans un ton politicien linéaire qui ne changera guère à la situation des Congolais. Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Jean-Paul Ebenga, merci Francis Moketo et merci Benoît Youlou d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir consacré votre temps si précieux pour nos téléspectateurs. À vous, chers téléspectateurs, aussi grand merci de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez toujours branchés sur votre canal d'information, votre partenaire média de l'information. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, probablement dans la même ambiance et pourquoi pas dans le même cadre. Merci.